à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le palmarès des Laureus World Sports Awards qui aura réuni les meilleurs sportifs au monde en principauté. Coup de projecteur sur cette opération qui sera dévoilée le 8 mars prochain, date correspondant à la Journée internationale des femmes. Musique classique avec les concerts de Maxime Venguerov à la Salle Garnier. Et enfin, notre Focus Info du jour sera consacré au Beur Prime, un tournoi de combats médiévaux organisé pour la première fois à Monaco. La cérémonie des Laureus World Sports Awards s'est déroulée hier à la Salle des Étoiles et aura réuni la crème du sport en principauté. Retour sur le palmarès dans ce reportage. Ils ont marqué de leur empreinte leur discipline. Les meilleurs sportifs au monde, retraités ou toujours en activité, se sont donné rendez-vous sur le tapis rouge de la Salle des Étoiles pour la cérémonie des Laureus World Sports Awards. Boris Becker, Carlos Puyol, Lindsey Vonn, Novak Djokovic ou encore Tony Hawk étaient sous le feu des projecteurs. Basket au pied, le dress code a été respecté par tous les convives de la soirée, y compris par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Depuis 19 ans, la Fondation Laureus organise cette cérémonie, l'occasion de mettre en lumière les actions qu'elle mène à travers le monde en faveur des enfants. Le monde du sport, c'est tellement grande inspiration aussi de voir ça, les émotions, ça a un pouvoir énorme. Et derrière, il ne faut pas oublier que c'est les enfants qu'on soutient là. Et donner un espoir à des enfants qui sont peut-être moins chanceux que nous, même pas peut-être, beaucoup moins chanceux que nous, ça c'est sûr. Le sport peut amener beaucoup de choses. Et leur apprendre de grandir comme humain, de trouver la force de l'équipe, les gens autour de soi et tout, c'est formidable. Je pense que je suis l'exemple vivant que mon sport, le tennis, a vraiment changé ma vie. Et si je peux inspirer de jeunes filles, alors j'aurai accompli ma mission. J'aime la Principauté parce que c'est un club qui avait un charme énorme quand j'y étais là et qui était constamment le représentant de la Principauté. Et aussi parce que Laureus fait un travail remarquable, fait beaucoup pour le sport. Donc j'arrive à cumuler les deux, le plaisir de revenir ici et en même temps de participer un peu à la cérémonie de Laureus. Et Arsène Wenger n'aura pas fait le déplacement pour rien. L'ancien entraîneur de l'AS Monaco et d'Arsenal a reçu un Laureus Award pour l'ensemble de sa carrière, un prix remis par Cesc Fabregas et Alessandro Del Piero. Autre personnalité récompensée, la toute jeune retraitée Lindsey Vonn, le golfeur Tiger Woods et l'équipe de France de football menée par Didier Deschamps. Le sélectionneur a reçu le Laureus de la meilleure équipe de l'année. D'être championne du monde, c'est quelque chose de fabuleux. Évidemment, ça a été un succès sportif, mais ça a été une aventure humaine extraordinaire en interne. Et puis voilà, on a eu le privilège, nous, de vivre des émotions. Et puis après, à notre retour à Paris, de partager tout ce bonheur avec le peuple français. Voilà, c'est des souvenirs qui vous marquent à vie et les gens aussi. Bon, après, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, voilà, ils savent tous où ils étaient le soir ou la fin d'après-midi de la finale. Point d'orgue de la soirée, le Laureus de la sportive de l'année remis à Simone Biles, déjà lauréate en 2017, et celui du prix du sportif de l'année qui est revenu à Novak Djokovic, le 4e Laureus pour le joueur de tennis serbe. Thank you very much, Laureus. I appreciate it. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Tous ce soir étaient unanimes pour dire que la phrase prononcée par Nelson Mandela en 2000 lors de la première édition est toujours d'actualité. Preuve en est ce prix Sport for Good remis au programme indien Yuwa qui permet grâce au football d'améliorer la vie de jeunes filles venues de communautés défavorisées. Nous vous emmenons dans les coulisses de cette opération qui sera dévoilée le 8 mars prochain à l'occasion de la Journée internationale des femmes, une opération à l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Plus de détails avec Fabien Bonilla. On sourit pas? On sourit. Unis, égalité, respect, ensemble, lutter, voici quelques exemples de mots au sens fort, écrits sur une ardoise et qui accompagnent des visages.
Hommes-femmes, des personnalités monégasques qui s'engagent par ce geste à soutenir l'égalité, thème de la journée du 8 mars. L'opération s'appelle d'ailleurs #8mars Monaco. L'opération hashtag 8 mars Monaco, c'est une opération de sensibilisation du grand public sur la question de l'égalité homme-femme, un des thèmes principaux de cette journée du 8 mars. Et j'ai décidé de mettre à l'honneur et en avant les femmes et les hommes du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, et puis d'associer également tous les partenaires et les soutiens du comité depuis sa création, et pour les remercier, ainsi que les personnalités représentant les entités institutionnelles monégasques qui s'engagent par ce geste à soutenir l'égalité homme-femme. Cette performance est réalisée par l'artiste monégasque Anthony Alberti, alias Mr. Wanties. Il a déjà par le passé effectué un collage géant de portraits sur l'Anibox ou encore au CHPG. L'idée, c'est que ces mots ont été sélectionnés pour symboliser cette journée, symboliser des valeurs. Et donc chaque personne choisit la valeur qu'il a envie de représenter et ensuite il vient me faire un sourire et je capte son image. Justement, quelle est la complexité de ton travail aujourd'hui ? En fait, je pense qu'il n'y a pas de complexité. Moi, j'adore mon travail et la chose que je préfère, c'est essayer de susciter des vrais sourires sur les gens, pas les sourires figés. Et c'est toujours rigolo parce qu'en général, les gens de l'administration, ils aiment jamais les photos. Et donc, je fais toujours plein de blagues. Et en général, je capte la photo réelle. Et c'est celle-là qu'on mettra sur le mur. Plus de 70 personnes ont participé à cette opération effectuée pendant 2 jours sur le parvis du ministère d'État. Leurs portraits seront ensuite assemblés sous forme d'une mosaïque affichée à plusieurs endroits en principauté et sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Une grande réunion de famille en quelque sorte au musée océanographique. Les maires des communes italiennes, membres de l'association Paesi Bandiera Arancione, se sont récemment retrouvés en principauté. Toutes et tous ont pris part à une conférence sur les pratiques innovantes pour un tourisme durable. Ces maires viennent de toute l'Italie et leurs communes ont pour particularité de vouloir mettre en avant un accueil touristique de qualité. Le prince Albert II a tenu à venir les saluer, le président de l'association étant le maire de Dolceacqua, commune historiquement proche de la principauté. Parlons musique classique à présent avec les concerts de Maxime Vengerov à la Salle Garnier. L'artiste en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour la saison 2018-2019 a dirigé l'International Menuhin Music Academy. Le reportage de José Sacré. Dimanche 17 février, l'artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour la saison 2018-2019, Maxime Vengerov, a donné 2 concerts salle Garnier. Le matin, en duo avec le pianiste Rustem Saidkulov, et l'après-midi, Maxime Vengerov a dirigé les jeunes musiciens de l'International Menuhin Music Academy dans la sérénade pour cordes en ut majeur opus 48 de Tchaïkovski. Je suis directeur artistique de cette académie légendaire Découvrir par Menuhin. Et à cette académie aussi, il y a un grand professeur, Alberto Lisi. Après sa mort, j'ai venu pour être directeur artistique. C'est un grand honneur pour continuer cette tradition merveilleuse, légendaire vraiment. C'est aussi donc pour moi donner mon expérience en musique pour les étudiants et musiciens jeunes.
talentueux violoniste, Maxime Vengorov est aussi devenu, il y a quelques années, chef d'orchestre. Il a dirigé de nombreux concerts et l'opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski. Tchaïkovski, encore et toujours, une passion pour Maxime Vengorov. Maestro, est-ce que Tchaïkovski est, selon vous, le musicien qui exprime le mieux l'âme russe? Tchaïkovski, peut-être comme aussi c'est Mozart russe pour moi, parce que c'est très subtil, c'est très fin, avec le minimum d'effort, minimum orchestration, il peut exprimer un maximum d'émotion. C'est incroyable. Le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aura lieu le dimanche 24 février à l'Auditorium Régnier 3. Il sera dirigé par Gianluigi Gelmetti avec en soliste Maxime Vengorov dans un programme Brahms. Place à notre Focus Info, il est consacré aujourd'hui au Beur Prime, un tournoi de combats médiévaux organisé pour la première fois en principauté. Il s'agit à la fois d'un sport et d'un spectacle où les combattants se battent avec des armes du Moyen-Âge, une discipline méconnue que nous vous proposons de découvrir dans ce grand format signé Dominique Poulain. Le temps d'une journée, le quartier de Fontbieil prend des allures de Moyen-Âge à l'occasion du Beur Prime. C'est un tournoi de chevaliers revisité en sport de combat. Les combattants sont équipés d'armures et possèdent des boucliers, des épées, des haches pour s'affronter entre eux. C'est parti! Discipline méconnue et parfois critiquée pour sa violence, le Beur permet aux nostalgiques de la chevalerie de se fracasser joyeusement à grands coups d'armes. Le but est de mettre l'adversaire à terre sous les armures des passionnés d'histoire et de sport de combat. Moi avant je faisais de la reconstitution médiévale, donc j'étais déjà dans ce milieu un peu et j'avais envie d'essayer autre chose. D'un peu plus extrême entre guillemets quoi. Je voulais vraiment aller au combat, voir ce que ça faisait quoi. Mais j'avais pas trop le budget et après quand je l'ai eu, j'ai saisi mon opportunité et j'ai essayé et j'ai adoré ça quoi. L'esprit d'équipe, franchement de l'extérieur ça impressionne les gens, mais quand on est dedans c'est encore pire quoi. Et ce qu'on ressent c'est énorme quoi. Moi j'ai découvert le Beur déjà complètement par hasard sur internet. J'ai pratiqué déjà les sports de combat depuis un bon paquet d'années et j'ai toujours été intéressé par le médiéval, etc. Mais clairement, je me connaissais beaucoup moins qu'avant de rentrer dedans. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, je sais pas, j'ai eu le coup de cœur quoi. Ouais, vraiment, les combats comme ça où on peut y aller à fond, avec une armure, etc. Je pense que ça attire pas mal de gens quoi. Donc ouais, je sais pas, coup de cœur. La dernière étape du Challenge League, l'équivalent de la Ligue des Champions en football, se déroule à Monaco. C'est la première fois que la Principauté organise un tournoi de combats médiévaux. 10 équipes sont présentes. Elles sont composées de 8 combattants, dont 3 remplaçants. Ils sont russes, danois, ukrainiens, tchèques, britanniques, polonais ou français. Avant de commencer la compétition, les chevaliers s'équipent. Chaque équipe a ses aides de camp. Ils jouent les écuyers en quelque sorte, car il faut parfois plus d'une demi-heure pour enfiler l'attirail qui pèse entre 30 et 50 kilos. Ça prend du temps et de l'argent aussi. Une armure ne coûte pas moins de 1 500 €. Certains n'hésitent pas à dépenser plus, entre 2 000 et 3 000 €. Une fois équipés, les chevaliers pénètrent dans la zone de combat appelée la lice et les équipements sont vérifiés. L'arbitre abaisse son drapeau et c'est l'assaut. Les 10 chevaliers se font face, 5 contre 5, et c'est un déluge de coups. Épée, bouclier, poing, pied et même casque. Tout y passe. Une chute et c'est l'élimination. Comme dans tous les sports de combat, tous les coups ne sont pas permis. On a certains coups qui sont interdits, notamment tous les coups à l'intérieur des articulations, donc derrière les genoux, à l'intérieur des coudes, au niveau de la nuque, dans les parties génitales. Ça, c'est les coups qui sont interdits. Et les coups horizontaux au niveau toujours de la nuque. On a interdiction de forcer l'articulation des combattants dans le mauvais sens. Tout ce qui est clé, etc., c'est interdit.
Et on a interdiction d'arracher les casques aussi. Voilà. Sinon, après, pour ce qui est du reste, c'est autorisé. Les combats sont très intenses, même s'ils ne durent pas très longtemps. 10 minutes en 2 rounds gagnés. Mais 10 minutes à se battre en armure, c'est long. Franchement, les coups sont portés à force, avec force quoi, mais après on a des bleus, des petites entorses de temps en temps. Ça peut venir d'un mauvais entraînement, d'un mauvais échauffement, un peu comme dans tous les sports quoi, mais sinon on repart le soir, on va au restaurant, on a le sourire, et même des fois on se bat pendant plusieurs jours, il n'y a pas de problème quoi, des courbatures, mais comme dans tous les sports, c'est difficile physiquement, c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner. Parade de coups, esquive et course à pied, le béour en vieux français veut dire fracas. Et c'était les hommes d'armes qui s'affrontaient entre eux pour prouver leur valeur au combat et pour divertir les seigneurs. Sport développé dans les pays de l'Est, Russie, Pologne, Biélorussie, Ukraine, le béour compte de plus en plus d'adeptes en France. Ils sont plus de 200 répartis dans une quinzaine de clubs à pratiquer cette discipline. C'est avant tout un sport, donc on est vraiment sur les valeurs du sport, de respect, d'échange entre les gens, de dépassement de soi, et aussi sur un aspect culturel très fort, puisqu'on essaie de faire revivre l'histoire. On utilise des équipements historiques et on fait vivre une tradition millénaire du tournoi médiéval. À Monaco, 2 équipes françaises prennent part à la compétition. Les combattants d'Aquilas et Cagna, aux couleurs de la Franche-Comté, et les combattants de Martel, venus d'Île-de-France. Sous les casques, on devine des regards tendus, des veines gonflées de colère et de la sueur. Pas de roi à défendre, pas de princesse à délivrer. Ces chevaliers se battent pour le plaisir de la castagne en armure. Il ne faut pas avoir peur de mettre des coups et d'en prendre. Les armes sont des reproductions authentiques. Elles datent du XIVe et XVe siècle. En général, ce qu'on va vraiment déterminer, c'est une arme à une main ou une arme à 2 mains. Une arme à 2 mains qui va plutôt être là pour frapper beaucoup plus fort, mais le combattant va avoir plus de mal à se protéger. Tandis qu'avec une arme à une main et un bouclier, là effectivement, il va plus pouvoir combattre. Après, si on prend par exemple un fauchon, qui est une lame, on va pouvoir la facilité pour parer les coups, donc on va être plus défensif, alors qu'avec une petite hache, on ne pourra pas réparer les coups avec la hache, mais on pourra plus frapper dans les trous. Donc effectivement, chaque arme a son utilité, quoi. Et entre 2 combats, tout le monde répare les éléments d'armure et d'armes. Les armes sont à pointe émoussée et tranchant rabattu. C'est-à-dire qu'on doit avoir une pointe arrondie. On n'a pas le droit de frapper des stocks, bien entendu, mais on peut arriver des fois à glisser. Et donc, pour éviter de blesser le partenaire, il faut que la pointe soit arrondie. Réparation, je vous laisse. Je vais te couper. Dis-moi. On va faire sauter ça, tu vois. Et ben voilà, une sangle vient de lâcher, comme je vous l'expliquais. Ok, tu m'enlèves ? Ouais, je veux bien, tu peux le cut si tu veux. Les spectateurs, eux, peuvent profiter de la foire. Des répliques d'armes fabriquées par les meilleurs artisans européens, des bijoux, des maroquineries, des jeux et des animations pour les enfants, et des stands dédiés à la nourriture. Le tout dans une ambiance médiévale, festive et conviviale. Le prince Albert II assiste à la compétition, amené en principauté par son neveu Pierre Casiraghi. Ça fait appel quand même à des qualités athlétiques assez fortes. Mais c'est intéressant. C'est vrai que ça nous replonge aux sources de combats médiévaux, et avec bien sûr quelques aménagements pour pas se faire trop mal quand même. Mais c'est vraiment un sport qui demande beaucoup de force, une condition physique assez poussée, parce qu'avoir 30 kg d'armure sur le dos, ça n'est pas du tout évident. En finale, l'équipe russe Bayard s'impose. Elle atomise ses compatriotes, les Birpo, donnés pourtant favoris de la compétition. Les quelques centaines de spectateurs ont semblé se piquer au jeu, et c'est tant mieux. Le béour devrait s'installer à Monaco pour une compétition annuelle ces 3 prochaines années. Voilà pour le Béour Prime organisé pour la première fois en Principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Soleil et nuages se partageront le ciel demain mercredi, mais les conditions météorologiques resteront très agréables pour la saison. Jeudi, le temps sera couvert dans la matinée ainsi que dans l'après-midi. La journée sera donc globalement peu ensoleillée, mais il fera 13 degrés au meilleur moment de la journée.
Vendredi, la journée sera partagée entre soleil le matin et nuages l'après-midi. Samedi, c'est une belle journée ensoleillée qui nous attend. Les températures oscilleront entre 9 degrés le matin et 14 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le week-end se poursuivra sous les meilleurs auspices avec beaucoup de soleil encore. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, nous tenions à avoir une pensée émue pour Karl Lagerfeld. Le directeur artistique de la maison Chanel s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Karl Lagerfeld était un grand ami de la principauté. Il avait longtemps œuvré à la réussite des Bals de la Rose auprès de son Altesse royale, la princesse de Hanovre.